Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku, je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. De retour sur Montréal comme vous pouvez le voir avec ma bibliothèque derrière moi et une belle pile de nouveautés que j'ai eu le plaisir de trouver à mon retour. Alors c'est parti, j'ai quelques belles sorties puis notamment j'ai une sortie très attendue, le retour du duo gagnant Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, les deux auteurs de Death Note. Vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs j'en profite pour vous signaler que le tome 14 de Platinum Man vient de sortir, puis c'est la fin de la série. Platinum Man, c'est une série qui nous tient beaucoup à cœur parce que quand elle a commencé, on a eu la chance de recevoir Takeshi Obata en signature chez nous. Donc c'est un petit peu notre série chouchou. Fait qu'on est un petit peu triste de la voir partir, mais voilà, 14e et dernier volume. Fait que j'espère bien que la fin va être satisfaisante. Alors on commence, d'abord, je vais commencer avec mes promotions comme je le fais d'habitude. J'ai eu 2 coffrets promotionnels cette semaine. Avec le premier c'est Aozora Yel chez Panini. Donc Aozora Yel qui a eu la chance de se voir réédité dernièrement. C'est une petite série shoujo de sport, mais sur la musique. Donc souvent les mangas de musique c'est monté un peu comme les mangas de sport, c'est pour ça que je les compare. C'est une jeune fille qui rêve de jouer de la trompette dans une fanfare. Je sais, c'est comme ça paraît un peu passé de mode, mais le trait est très très moderne. Le trait, comme d'habitude, hein, quand ils sont sous plastique, je peux pas vous les montrer là, mais le trait de dessin est très moderne, fait que ça passe super bien. Et on a les mêmes préoccupations qu'on retrouve dans les shoujo. Elle va rencontrer elle est très très peu sûre d'elle, puis elle va commencer la trompette et intégrer un cégep qui est spécialisé dans les études musicales. Le problème c'est que tous les gens qui sont avec elle, la plupart sont déjà très très forts en musique dans leur spécialité, alors elle a du mal à avoir confiance en elle, puis elle va rencontrer ce jeune homme qui fait partie de son école, puis lui qui fait partie de la classe de football du cégep et qui non de baseball, excusez-moi, de baseball, c'est plus populaire le baseball au Japon, et puis qui lui a extrêmement confiance en lui, c'est un champion né, fait que le duo va très très bien s'arranger. Donc là c'est Aozora Yel, puis l'autre coffret que j'ai eu, hein, donc je rappelle ces coffrets c'est des 2 pour 1, vous achetez le premier tome, le tome 2 est gratuit. Le deuxième c'est Awakoi, on est sur un shoujo un petit peu plus classique avec une touche humoristique, avec une jeune fille qui a jamais eu à 16 ans de chum parce que elle est dans un cégep pour filles uniquement, fait qu'il n'y a jamais de gars dans sa vie, fait qu'elle va essayer de se rapprocher d'un groupe très très populaire de filles qui elles fréquentent des gars pour essayer de se trouver son premier chum. Ça va pas vraiment se passer comme prévu, je vous avoue. Donc c'est Awakoi. Et je continue donc avec mes sorties du jour. Alors la première sortie que je voulais vous présenter c'est Panda Detective Agency, qui est du nouvel éditeur Mangetsu dont on fête le lancement chez nous en local, je vous rappelle, le 2 octobre prochain. Venez nombreux, ça va être bien fun. Panda Detective Agency c'est un one-shot seinen qui dépeint un Tokyo dans lequel il y a une maladie qui est apparue, et cette maladie c'est la métamorphie. Donc les gens, au fur et à mesure que la maladie se développe, deviennent des animaux. Ils se transforment physiquement en animal. Ça peut être n'importe quel animal, comme vous le voyez ici, un héron, un serpent, un orignal, ou même une baleine, comme ici. Et puis pour notre héros, c'est un panda qu'il est en train de se transformer. Alors voilà un petit peu de quoi il a l'air au tout début du livre. Ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, il commence à avoir des poils qui poussent, les yeux qui deviennent noirs, les oreilles qui poussent, et il comprend qu'il est atteint de cette maladie qui est irréversible. Les gens finissent par en mourir, et donc sa vie va basculer, il va juste un peu sombrer dans la dépression, arrêter sa job, et puis il va être sauvé parce qu'il va être démarché par une agence de détectives qui est spécialisée dans les personnes atteintes de la métamorphie. Alors il va intégrer cette agence, et puis en fait c'est une agence où on vient en aide à des gens qui en ont le besoin, puis c'est une agence de détectives privés. On va avoir une relation entre les 2 personnages principaux, notre personnage Panda, puis son boss, qui est le créateur de l'agence, qui a l'air de le traiter un petit peu comme
comme pas terrible, ils ont une relation qu'on trouve pas très saine au début, puis on va un petit peu creuser le pourquoi de cette relation, puis comprendre ce qui se passe avec le boss, comprendre ce qui se passe avec notre personnage principal. Le personnage principal évidemment va être amené à se poser plein de questions sur sa vie, sur ce qui fait un être humain. Pourquoi est-ce qu'un être humain qui se transforme physiquement en animal ne serait plus un être humain? Donc qu'est-ce qui fait la différence entre les êtres humains et les animaux? Oui, ça paraît évident, mais quand on creuse un petit peu, il y a plein de questionnements super intéressants là-dedans. C'est Panda Detective Agency, puis je vous le représenterai lors du lancement de Mangetsu. Je continue avec un très très beau manga shonen sci-fi, c'est Lonely World, qui dépeint une petite fille. Déjà très très beau cover, hein, comme vous pouvez le voir, c'était très attirant, j'avais bien hâte de le lire. Lonely World décrit une petite fille qui est amnésique. Elle se réveille dans un espèce de cercueil de verre, seule. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait là, ni de qui elle est, et elle est pourchassée par des golems, qui sont des créatures issues de la main de l'homme, qui ressemblent à des robots, si vous voulez, qui ont chacun leur particularité. Des golems qui ont voilà, cette tête triangulaire ici. Donc aucune idée de qui elle est et pourquoi. Elle est poursuivie en tout cas. Et elle va essayer de se fondre dans la masse, prendre les transports en commun pour essayer je sais pas moi, d'aller quelque part, même sans savoir où elle va. Puis dans le transport en commun, elle se rend compte qu'il y a uniquement des golems, donc elle se sent un petit peu seule au monde. Et tous les golems ont l'air de lui vouloir du mal, jusqu'à ce que l'un d'eux, assis à côté d'elle, la prenne sous son aile. C'est bien, je retrouve les images, puis je vous les montre au fur et à mesure, vous pouvez suivre l'histoire, c'est fantastique. Donc il va comme la prendre sous son aile, puis la protéger, la cacher sous sa cape, et finalement, ces deux-là vont se lier d'amitié, et le golem, sans nécessairement être doué de la parole, ni être censé avoir son libre arbitre, il va quand même décider, entre guillemets, de devenir le garde du corps de la petite, de la protéger. On va en apprendre un petit peu plus sur ce monde-là. Elle va avoir, à la fin du premier chapitre, une révélation assez terrible qui va complètement changer son destin. Et nos deux compères vont partir à l'aventure ensemble, donc une humaine et un golem. Il y a aussi des super beaux questionnements. On retrouve un petit peu les mêmes thématiques qu'on avait dans Alpi de Soul Sender par exemple, qu'on pouvait avoir dans Terrarium plus récemment. C'est vraiment un super beau manga, comme je disais, shonen, fiction, plutôt science-fiction, avec un côté très chasse à l'homme finalement. Donc c'est Lonely World. Et je continue avec une autre sortie très attendue. Alors, nouvel éditeur sur le marché québécois. Ça s'appelle Noev Graphics. Je vais vous montrer un petit peu le logo. Vous saurez à quoi ça ressemble. Voilà. Et leur première publication était très attendue. C'est Arrête de me chauffer Nagatoro, qu'on avait déjà en version anglophone depuis bien longtemps et qu'on attendait en français depuis longtemps. On est sur une comédie romantique shonen. Un petit peu à la Quand Takagi me taquine, mais en version plus mature. Où le héros est un gars, un otaku, très timide, très réservé, un petit peu l'archétype de l'otaku tel que tous les clichés le décrivent. Et puis lui il va faire la rencontre de Nagatoro, la jeune fille de la couverture, qui a 1 an de moins que lui, qui va donc l'appeler tout le temps Senpai. D'ailleurs, fait intéressant, c'est qu'on ne saura jamais le prénom de notre personnage principal dans le premier tome, ce qui laisse un petit côté quand même mystérieux au personnage, malgré tous les clichés qui peuvent être déballés sous nos yeux. Ça laisse quelque chose d'un peu mystérieux, c'est vraiment intéressant. Et donc Nagatoro est une jeune fille plus jeune que lui, qui elle n'a aucune timidité, qui est complètement extravertie et qui va se prendre au jeu de le taquiner à chaque fois qu'il arrive. Alors elle voit bien qu'il n'est pas très doué en amour, puis qu'il aimerait bien avoir une blonde, mais qu'il n'ose pas. Alors elle va le taquiner vraiment à ce niveau-là, essayer de lui faire dire qu'il voudrait sortir avec elle, alors que il en a aucune idée, mais bon, finalement elle lui plaît bien. Alors, puis finalement, une fois qu'il va céder, le rejeter. Bref, elle le tourmente encore et encore, ce pauvre garçon. Et puis finalement, elle insiste tellement qu'on en finit par se demander est-ce qu'il n'y a pas une véritable affection derrière. Ce qui va être intéressant, c'est que grâce à ça, notre personnage principal va être aidé à sortir de sa coquille
paradoxalement, c'est vraiment ça qui va l'aider. Donc une très cool petite comédie romantique. Si vous avez aimé récemment Kaguya-sama, Love is War, vous avez probablement aimé ça. Et je continue avec une autre publication de Noef Graphics. En fait, je vais vous présenter les 3 premières publications que cet éditeur a fait. C'est quand même trois belles publications, 3 beaux titres. Le deuxième, c'est le Grimoire Écarlate. Donc toujours chez Noef Graphics, on est sur du shonen plutôt mature quand même, avec des combats assez violents, avec des pouvoirs, des sorcières, de la chasse aux sorcières. On raconte l'histoire d'une jeune fille qui perd son arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère décède, puis finalement à l'enterrement le testament est lu, et le testament indique qu'elle va être héritière de son arrière-grand-mère, et en fait elle va hériter de son manoir, qui est un manoir gigantesque et luxueux, et des tableaux de la collection d'œuvres d'art qui fait partie de ce manoir. Et elle est la seule héritière de ce truc-là. Et puis, par contre, il y a une condition, c'est qu'on lui donne également cet objet qui est un stylo en forme de seringue. Et on lui dit, la seule condition, c'est que tu ne te sépares jamais de ceci. C'est ton arrière-grand-mère qui a décidé, qui a demandé à ce que cette condition soit respectée. Alors notre héroïne va habiter dans ce manoir qui est assez impressionnant, elle est toute seule. Et puis, dans les tableaux, notamment, il y a le tableau de cette jeune fille qui est assez impressionnant. Je pense qu'on le voit en grand, ouais, on le voit en grand juste en dessous. Elle retrouve des tableaux de sa grand-mère également. Et puis, il y a aussi une autre condition que la grand-mère a posée, c'est ne jamais explorer le château. Alors, bien évidemment, on est dans une histoire. Donc forcément, notre héroïne, qu'est-ce qu'elle va faire? Première chose, elle va visiter le château. Puis elle va trouver une pièce secrète. Elle va se rendre compte que grâce à son stylo seringue, elle est capable d'ouvrir la pièce. Et dans cette pièce, elle va retrouver une jeune fille, en tout cas qui paraît jeune, enchaînée. Cette jeune fille lui explique être une sorcière qui a été enchaînée là, mais qui était la partenaire de travail, la collaboratrice de l'arrière-grand-mère de notre héroïne. Et notre héroïne va accepter de la libérer de ses chaînes. Et oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Très grosse erreur. Une fois que la sorcière est libérée, elle est complètement incontrôlable, et donc elle va entraîner notre héroïne dans des aventures qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. Donc il va y avoir des incursions dans le passé, notamment dans la Seconde Guerre mondiale. Notre héroïne va être capable d'invoquer ses pouvoirs grâce à des tableaux ou à des dessins qu'elle peut faire sortir du tableau ou du papier sur lequel ils ont été faits. Et puis une lutte sans merci entre sorcières va s'engager. Donc vraiment beaucoup d'action, ça bouge un petit peu comme dans Tanya the Evil, en moins déjanté, mais vraiment beaucoup d'action, puis des combats, comme je le disais, quand même relativement violents, donc un shonen assez mature. Fait que c'est le Grimoire Écarlate. Et je continue avec la 3e sortie de notre nouvel éditeur Noef Graphics au Québec. C'est Welcome to the Ballroom. On reste sur un shonen, mais là on est sur un shonen de sport, avec un héros assez typique des shonen de sport et un développement typique également. Une très belle couverture avec un aspect, je pense pas que vous puissiez le voir à la caméra, mais il y a comme un aspect en relief comme sur les vieux livres. C'est un très beau cover. D'ailleurs le manga est extrêmement bien dessiné. C'est un manga sur la danse de compétition, la danse de salon. Donc on a ce genre de plan sur les danseurs, c'est très dynamique, beaucoup de détails, fait que le dessin est absolument incroyable. On suit donc un jeune garçon qui est pas très bon à l'école. Il est censé comme choisir son cégep et choisir sa spécialité, puisqu'il est en dernière année de secondaire, mais il a aucune idée de ce qu'il veut faire, puis il a aucune passion, aucun rêve, aucun but dans la vie, jusqu'à ce qu'il se fasse agresser par des voyous de son école, racketté, et il est sauvé par un gars sur sa moto, qui a vraiment la classe, qui est ici avec sa petite veste en cuir, tout ça. Et puis le gars va, comme, après l'avoir sauvé, l'emmener avec lui parce qu'il était sur le départ pour aller à son cours. Et son cours, c'est un cours de danse de salon parce que ce gars-là est un compétiteur très haut niveau de danse de salon. Alors ils font du jive, ils font du tango, du cha-cha-cha, ils font de la valse, toutes les danses, ils apprennent vraiment toutes les danses classiques de danse de salon. Et donc il va l'initier
à la danse de salon, puis le côté très discipline, très persévérant de ce sport va énormément plaire à notre héros, qui va décider de se mettre à la danse lui aussi, et de monter dans les échelons des compétitions, parce qu'il va trouver ces danseurs tellement classe que ça va vraiment déclencher chez lui une passion. Donc comme je disais, on est vraiment sur un manga de sport au développement très très classique, mais avec un dessin qui est vraiment sacoche par rapport à beaucoup de mangas de sport. Voilà, regarde, ce genre de plan est juste phénoménal. Ça s'appelle Welcome to the Ballroom. Je continue avec, non pas un manga, mais un petit guide jeu vidéo, c'est Génération Resident Evil. Moi, à chaque fois que j'entends le Resident Evil, ça me ramène des souvenirs, pas toujours joyeux, hein, des souvenirs où je me suis pas aperçue que j'ai joué pendant des heures, puis que la nuit est tombée, qu'il fait super sombre, puis que j'ai l'impression que tous les zombies vont débarquer dans la chambre, tu vois le genre. Je suppose que l'auteur de ce livre a à peu près le même feeling, et donc c'est vraiment, on décortique tout le jeu Resident Evil de long en large, en travers, les origines du jeu, les inspirations. Attention, il y a des spoilers du jeu, mais par contre c'est toujours indiqué comme ceci avec un petit spoiler zone, donc c'est très bien fait. C'est un type de papier avec des pages... des pages glacées comme des magazines, donc très très belle édition, couverture souple, et plein d'informations sur les personnages, les spin-offs du jeu justement, les différentes éditions, les différentes consoles sur lesquelles, puis évidemment des j'ai lu Chris, mais des fiches personnages comme celle de Chris que vous voyez ici, donc tous les personnages sont là, puis aussi des timelines, bref, tout l'historique de Resident Evil, tout ce qu'il faut savoir sur ce magnifique jeu. Oui, j'adore Resident Evil. Et je continue avec une publication également qu'on avait en anglais et qu'on attendait en français chez Ototo, c'est Interspecies Reviewers, qui est une comédie grivoise dans un monde fantastique où finalement les aventuriers, après leur journée de chasse aux démons, aux orques et autres créatures fantastiques, mais ils ont bien envie de se reposer, fait qu'ils sortent au bar, puis souvent ils sortent dans des bars à hôtesses. Donc tout ça se passe dans un bar à hôtesses, et on va voir en fait la vie des différentes hôtesses avec leurs clients. Alors vous aurez remarqué que pour une fois je ne montre pas l'intérieur parce que c'est un manga qui est très mature, il y a assez peu de pages que je peux vous montrer sans choquer. Je vais essayer d'en trouver une quand même pour que vous voyez le niveau de dessin. Alors le niveau de dessin est loin d'être incroyable, c'est quand même très très simpliste. Je pense pas qu'il y ait honnêtement une seule page que je puisse vous montrer juste en cherchant de même. Fait que malheureusement vous découvrirez les dessins par vous-même, je ne pourrai pas aller plus loin. C'est un tome 1, c'est pas un one shot. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin avec ce genre de livre? Je sais pas, c'est très épisodique. Il y a des spin-offs un peu... comme bêtisier, mais sur ce qui est déjà une comédie, à chaque chapitre, qui mettent en scène un des personnages, une des semi-humaines qui travaillent dans ce bar à hôtesse. Fait que bref, c'est donc Interspecies Reviewers. Et je continue avec cette publication assez spécifique, ça s'appelle 1984 de George Orwell et La Luciole de Haruki Murakami, c'est le titre complet. Alors c'est un one-shot, un recueil, qui a été écrit par l'auteur de Série I, ce magnifique manga post-apo d'anticipation, qui était sur le thème de la solitude, puis on va retrouver le thème de la solitude dans cette double adaptation. Donc adaptation de 1984 de George Orwell évidemment, puis adaptation d'une nouvelle de Haruki Murakami, qui s'appelle La Luciole. Si vous ne connaissez pas Haruki Murakami d'ailleurs, et que vous voulez vous lancer dans les auteurs japonais, mais que ça vous fait un peu peur parce que c'est quand même spécial et il faut quand même rentrer dans l'univers, je vous conseille vraiment d'aller chez Haruki Murakami parce que c'est un auteur qui est très facile à lire avec des univers vraiment fantastiques. Puis notamment c'est lui qui a adapté 1984 dans un Q84, sa trilogie, même sa quadrilogie fantastique. Et donc l'auteur rematch ces deux adaptations littéraires dans un seul petit livre. Fait que La Luciole est le tout début, c'est vraiment juste une vingtaine de pages. C'est très très court, on retrouve le dessin très épuré qu'on avait dans Série I, puis c'est une histoire d'amour tout simplement qui se fonde autour d'un suicide. En fait,
notre héros a été présenté à cette fille par son meilleur ami. Cette fille était la blonde de son meilleur ami. Son meilleur ami s'est suicidé un jour et il a continué à voir la blonde de son ami disparue pour un petit peu se soutenir mutuellement, se serrer les coudes tous ensemble. Et la relation amoureuse va se développer à partir de là. C'est vraiment, voilà, on a ce genre de plan également, hein, c'est quand même assez artistique. Et puis, c'est vraiment une impression de solitude extrême qui va se dégager de ces deux personnages qui essayent de se reconstruire une vie après le drame, mais qui finalement n'y arrivent pas si bien. Puis ensuite, le gros du livre, c'est donc 1984 de George Orwell. On va avoir une adaptation assez fidèle de l'œuvre, évidemment très réduite, parce qu'on est vraiment sur quelques pages. Donc avec le fameux Big Brother is watching you, puis notre héros qui va essayer de se soulever contre ce gouvernement totalitaire, puis qui va complètement échouer, hein. Et l'histoire d'amour impossible qui va en découler. Et également cette impression d'extrême solitude puisque tout le monde est surveillé, fliqué par la police de la pensée. Donc très belle adaptation. Si vous avez aimé les séries, si vous aimez les adaptations littéraires, vous allez probablement aimer ça. Donc La Luciole de Murakami et 1984 de George Orwell. Et on revient dans le shonen. Alors avec une publication de chez Casterman qui s'appelle Fenrir, où on est sur un shonen d'action avec un côté historique qui nous parle de l'Empire mongol. Alors, ne vous fiez pas à la couverture, je trouve malheureusement que, pourtant j'aime beaucoup les éditions Casterman habituellement, mais je trouve que la couverture est assez poche, n'ayant pas peur des mots, et pourtant l'intérieur vaut bien mieux que ça. Donc je trouve un petit peu que le cover a été assez mal réussi, ne donne pas forcément envie d'aller plus loin, mais je vous conseille vraiment d'aller plus loin parce que c'est excellent. On suit un héros qui s'appelle Temujin et qui est le petit frère du chef de son clan. Ils vivent dans les steppes mongoles et ils sont quand même assez pauvres, c'est des guerriers mais comme tous les jours ils luttent un peu pour leur survie. Puis notre héros a été marié par mariage arrangé à une jeune fille avec qui ça se passe très bien, ils ont une très belle relation. Un jour, il va aller puiser de l'eau dans un grand lac et il va tomber dans le lac et ne sachant pas nager, il va commencer à se noyer. Et c'est là qu'il va être sauvé par une créature magique qui ressemble un peu à une sirène et qui est une sorte de déité, le dieu Fenrir, qui a pris l'image d'une belle jeune femme. C'est après avoir sauvé Fenrir que le village de Temujin va être attaqué par une tribu ennemie et son frère va être sauvagement assassiné. Il va donc, en tant que petit frère du chef, devenir lui-même le chef de clan. Et le dieu Fenrir va l'inciter à prendre les armes afin de réunifier les steppes de Mongolie et d'en faire un seul pays. Donc on est vraiment sur une œuvre qui ressemble à Kingdom, qui ressemble à Heroic Legend of Arslan, avec un héros qui part un petit peu de rien, mais qui a de très grandes ambitions, puis qui va devoir affronter de multiples dangers pour arriver à ses fins, avec un côté très historique également, et le côté fantastique avec le dieu Fenrir qui va toujours accompagner notre héros et qui va un petit peu être son stratège militaire, et qu'en même temps personne d'autre ne sait que c'est un dieu, tout le monde pense que c'est juste une femme ordinaire. Ça pourrait rejoindre un petit peu Vinland Saga mais en moins seinen, on est plus dans le shonen, dans le Kingdom. Bref, si vous aimez les shonen historiques qui bougent avec de l'action, de la guerre, mais en même temps de la stratégie militaire, Fenrir est une excellente œuvre. Et je continue avec un grand format, c'est un comic américain, mais on aime bien, ça c'est Gloire à Megatron, donc c'est les Transformers. On aime bien avoir les adaptations des Transformers chez nous. Je sais pas pourquoi, ça a comme juste adonné. Alors on est vraiment dans du mecha pur, hein, évidemment, c'est du Transformers, avec... C'est pas un one shot, c'est une série, donc avec un développement assez classique d'une part on va suivre l'équipe de Megatron qui est un robot Transformer vilain qui s'apprête à assouvir les humains, et donc il a commencé par la ville de New York, il est en train de détruire la ville de New York, donc on va suivre également l'armée américaine qui essaye de se dépatouiller avec ça puis de sauver l'humanité. Et
En même temps, on va avoir des scènes qui se passent sur une autre planète où on va suivre une équipe de Transformers qui, eux, sont les gentils de la gang et qui sont en train de lutter également pour leur survie parce qu'ils sont en train de se faire envahir. Et tout ce beau petit monde-là, probablement, va finir dans un ultime combat gigantesque. Donc comme vous voyez, c'est tout en couleur, page en papier glacé, très belle édition, hardcover, vraiment comme une BD ou un comic très classique. Mais on n'est pas sur du manga pour aujourd'hui. Donc c'est Gloire à Megatron de Transformers. Et je reviens au Japon avec l'adaptation du Château dans le ciel, donc Castle in the Sky de Hayao Miyazaki, les studios Ghibli. Alors on a eu deux choses qui sont parues à propos du Château dans le ciel. On a eu l'album illustré pour enfants puis l'anime comics. Donc l'anime comics on en a eu pas mal ces derniers temps, fait que ça c'est le dernier de la gang. Donc je rappelle, un anime comics c'est un manga tout en couleur, puis c'est comme des screenshots d'un film, donc c'est très très fidèle, image par image des films. Donc voilà, ça ressemble vraiment à ça, c'est comme si vous étiez en train d'écouter le film du Château dans le ciel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, on suit une jeune fille qui va un jour tomber du ciel dans les bras d'un petit gars. Ils vont se lier d'amitié et ils vont partir à la recherche de Laputa, qui est la cité céleste disparue, légendaire. Ils vont être pourchassés par une brigade de militaires qui ont soif de pouvoir et qui voudraient s'attribuer les pouvoirs magiques de Laputa. Et ils vont être aussi pourchassés par une gang de pirates menée par Dora, la chef pirate, qui est absolument adorable et qui fait partie des méchants au début, mais qui évidemment va se révéler être une adjuvante finalement et avoir un très bon fond, même si elle est un petit peu cupide. Donc une très belle histoire de Miyazaki. Puis l'album illustré, donc c'est vraiment sous forme de livre à lire pour les enfants. Vous avez des images du film accompagnées d'un petit texte. Ça se présente vraiment comme ça. Donc là on est, voilà, comme ceci, ou encore comme ceci. Donc vraiment un album pour enfants. Donc c'est Le Château dans le ciel, l'album illustré et l'anime comics. Allez, on va passer dans le seinen. On n'a pas beaucoup aujourd'hui, on était vraiment dans un pur semaine shonen. On va sur Quand sonne la tempête. Quand sonne la tempête, on est sur un seinen yakuza, thriller policier, assez intense. Alors vous avez pu peut-être remarquer, je pense pas que vous avez remarqué parce que j'avais ma main devant, mais le personnage ici a une cicatrice dans le bas du ventre avec un fil qui sort de cette cicatrice. C'est assez intriguant, je vous avoue, quand on découvre le manga. Alors, on suit un personnage qui est un gars ordinaire de Tokyo qui un jour va se mettre dans un peu de sale drap parce que il a besoin d'argent, un besoin urgent pour rembourser des dettes, et donc il va accepter une petite job illégale d'aller voler de l'argent à une vieille madame qui passe par là, qui a été surveillée par une gang de voyous qui vont se révéler être bien plus qu'une petite gang de voyous insignifiante malheureusement. Devant le chantage de son ami, en fait de son maintenant ex-ami, notre héros va accepter de faire disparaître le corps, il va le jeter depuis un pont dans la rivière. Le problème c'est qu'il va échapper son cellulaire en même temps. Et le cellulaire va se perdre dans la rivière, puis c'est la tempête, il est hors de question de plonger dans la rivière, vu la température dehors, ce serait suicidaire. Alors il va rentrer chez lui un petit peu inquiet. Quelques jours vont passer, puis après quelques jours, le sel va être récupéré par hasard par le père de la victime, qui va donc retrouver notre héros et décider de lui faire payer ce qu'il a fait à sa fille. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que notre héros n'a pas assassiné sa fille, mais en même temps, ça se comprend aussi. Et comme il est médecin, il va lui pratiquer une chirurgie, et il va lui ouvrir le ventre, et il va donc lui installer son cellulaire dans le ventre, dans les entrailles, pour être capable de rester tout le temps en contact avec lui. Puis il va évidemment installer une puce GPS, donc évidemment aussi savoir en tout temps où il est. Et la demande qu'il va lui faire, c'est de tuer un maximum de gens, parce que comme ça va faire en sorte qu'il aura la peine maximale et qu'il va être conduit à la peine de mort sur la chaise électrique.
Donc notre héros se retrouve avec cette mission de devoir tuer du monde, alors qu'à la base c'était pas du tout l'intention, et c'est pas quelqu'un de violent. Il va subir fortement les conséquences de ses actes, et il va être obligé d'essayer de trouver d'autres solutions. Mais le problème, c'est que dans ce genre de cas-là, tout ne fait toujours qu'empirer quoi qu'on fasse. Alors c'est un petit peu la descente aux enfers pour notre héros. Donc vraiment un scénario avec beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. On est vraiment sur une trame très très seinen, avec des personnages également très seinen, et puis tout le monde qui commence à péter une coche de son bord pour protéger son petit secret, ce qui fait tout exploser. Fait que vraiment une œuvre super intéressante à lire. C'est Quand sonne la tempête. Et mon dernier livre pour aujourd'hui, c'est donc le fameux livre tant attendu que je vous ai un petit peu teasé tantôt. C'est les short stories de Death Note. Rien de moins que Death Note. Alors là, si c'est pas se replonger dans la tradition du manga, ça s'il vous plaît. Donc ces short stories ont été faites par les 2 auteurs originales de Death Note. Takeshi Obata, le dessinateur, Tsugumi Oba, le scénariste. De très très belles planches comme celle qui débute ce recueil. Et donc c'est un recueil d'histoires courtes dans le futur du monde de Death Note. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe une fois que l'histoire principale est terminée, que Ryuk rentre chez lui et qu'est-ce qui se passe avec les cahiers de la mort, puisque les cahiers de la mort et les Shinigami ne disparaissent pas, ils sont toujours là. Alors on commence 3 ans après, la première histoire commence 3 ans après la fin de Death Note, et on suit l'équipe de police qui avait aidé elle dans son enquête. Et il va y avoir une nouvelle vague de meurtres en série sur le Japon. Alors ils vont être persuadés qu'un nouveau Death Note est en circulation, et ils vont faire appel à Nier pour résoudre cette enquête. Les histoires sont toutes vraiment passionnantes, il y en a à peu près 4 ou 5, mais c'est très difficile de vous raconter la teneur de ces histoires sans spoiler Death Note. Si jamais on a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas terminé la série, ou qui ont hésité longtemps à la lire et ne l'ont pas encore commencé, c'est vraiment une série qu'il faut absolument pas spoiler. Donc je vais pas vous en dire beaucoup plus sur ces histoires. La deuxième histoire, on suit un jeune garçon qui a reçu un Death Note et qui a trouvé un stratagème pour s'en servir sans écrire dedans, mais s'en servir à ses propres fins. Même chose, je vous en dirai pas plus, mais je vous montre un petit peu les images. Alors on retrouve Ryuk, on retrouve les personnages qu'on aime, Ryuk et son amour pour les pommes. On retrouve d'autres personnages extrêmement intelligents comme Elle ou Light, vraiment du même calibre. Finalement, on va continuer ces 2 histoires avec un recueil de yonkoma, de petites gags en 4 cases qui se lisent comme ça sur la hauteur. Vous savez, le yonkoma, c'est vraiment la forme traditionnelle de manga, de BD japonaise, avant que le manga apparaisse sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'est vraiment des petits sketchs qui sont comme des bêtisiers de Death Note original, avec des scènes qu'on connaît, qu'on reconnaît. Et pour finir, on termine avec une histoire qui se passe dans le passé de Elle, le jour où il a choisi son successeur. Donc 4 petites histoires courtes, dont une qui est composée de plein de mini-gags, qui nous replonge dans l'univers de Death Note, avec toujours un dessin aussi incroyable de Takeshi Obata. Donc voilà, pour tous les nostalgiques, replongez-vous avec délice dans ces short stories. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Death Note, je sais pas comment vous pouvez continuer à vivre sans avoir lu Death Note. C'est vraiment un classique de chez classique, et il faut absolument avoir lu cette œuvre-là. Fait que vraiment un délice de se replonger dans les short stories. Et c'est donc ce qui va conclure ma vidéo pour aujourd'hui. Alors je vais terminer comme d'habitude avec mes flops et mes tops. J'ai un seul flop, beaucoup de tops. Alors mon flop, c'est Interspecies Reviewers. J'ai rien contre les comédies grivoises, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'histoire. Là, il n'y a vraiment aucune histoire, et chaque page, comme vous avez vu, j'ai pas pu vous présenter une seule page sans risquer d'en choquer certains, parce que le seul intérêt de ce livre est de voir des semi-humaines à moitié dénudées, et puis il y a vraiment aucune autre histoire que ça, ce que je trouve assez léger. Puis le dessin
dessin est vraiment, laisse vraiment à désirer. Si encore c'était bien dessiné, mais non, c'est pas le cas. J'ai 4 tops aujourd'hui. Je vais avoir Lonely Words, une très très belle histoire avec 2 personnages très charismatiques, dont un qui n'est pas doué de parole, ce qui lui confère bizarrement un aspect encore plus charismatique, un univers qu'on va découvrir au fur et à mesure avec notre héroïne, qui est très très riche, très développé, très complet, avec un très très beau manga, Lonely Words. J'ai également beaucoup aimé 1984 et La Luciole, nos 2 adaptations littéraires. J'ai aimé le fait qu'au début on avait l'impression que ces 2 histoires n'avaient rien à voir ensemble, parce qu'il y en a une, c'est une petite histoire d'amour mignonne, un peu dramatique mais mignonne, et l'autre c'est quand même de la critique de société pure. Et puis finalement, quand on termine la lecture, on se rend compte que ces 2 œuvres étaient intimement liées. Fait qu'il y a une très très belle adaptation d'un auteur que j'aime déjà beaucoup. J'ai Arrête de me chauffer Nagatoro, qui est une super mignonne comédie avec 2 personnages très attachants. Autant la petite Nagatoro est très attachante, même si elle est très énervante, il faut le dire, et autant notre personnage principal, pour lequel on prend pitié au début, puis qui finalement va tellement développer ses skills interpersonnels grâce à Nagatoro, et devenir un personnage de plus en plus intéressant finalement. Fait que d'insignifiant, il devient un personnage qui nous passionne. Fait que ce développement de personnage est très bien amené. Donc Arrête de me chauffer Nagatoro. Puis évidemment, les short stories de Death Note vont faire partie de nos tops, parce que c'est Death Note tout simplement, et qu'on aime tous ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu manga comme celui-ci. Et moi je vais vous dire à la semaine prochaine. Salut!